Bonjour et bienvenue dans Du côté des parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale conférencière spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Ces années d'expérience m'ont permis de comprendre que les parents n'ont pas besoin de conseils parfaits, inapplicables dans un monde qui justement ne l'est pas parfait, mais plutôt de réponses qui tiennent compte de leur réalité sans leur laisser croire qu'ils commettent un potentiel désastre pour le développement de leur enfant à chaque instant. Si c'est ce genre de réponse que vous cherchez, alors bienvenue dans Du côté des parents, un podcast dans lequel je vous propose une approche concrète, pragmatique de la parentalité. Pas de recettes miracles, mais des outils, des perspectives pour voir les choses autrement et affronter les défis parentaux du quotidien avec un peu plus de confiance et de sérénité. Si ça vous plaît, alors montez le son et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Du côté des parents. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un piège assez fréquent que rencontrent les parents qui ont envie d'être bienveillants, qui ont envie d'être attentifs et à l'écoute de leurs enfants. Un piège qui, comme souvent, part d'une idée très saine, très juste, mais qui peut se retourner contre nous. C'est ce que j'appelle l'escalade de la coopération. À la base, on a une idée plutôt chouette. Si l'enfant coopère, c'est que le cadre lui convient, c'est que le cadre est juste. Et bah oui, en effet, si l'enfant comprend ce qu'on lui demande, si il l'accepte, c'est que tout va bien. Et cette logique est totalement légitime. Elle va nous pousser à nous remettre en question, à nous demander si nos exigences sont cohérentes avec l'âge, l'état, les besoins de l'enfant. Donc c'est une vraie posture de parentalité consciente qui cherche à faire avec l'enfant plutôt que contre lui. Et elle a plein d'effets positifs. D'abord, ça réduit les tensions parce que justement, on essaye d'éviter les rapports de force. On essaye plutôt de susciter la coopération. Elle va favoriser aussi une communication qui est plus explicative, qui est plus riche, qui est plus pédagogique. Elle permet d'installer un lien qui est basé sur la compréhension mutuelle, sur la coopération et pas sur la soumission. Et puis, elle rassure les parents. Comme je le disais au départ, à la base, un enfant qui coopère, c'est un enfant qui valide en quelque sorte qu'on n'est pas oppressif, qu'on n'est pas injuste. Sauf que cette idée peut devenir un piège. Si on la pousse vraiment loin, elle peut finir dans une spirale épuisante. Si on se dit que la coopération c'est le signe d'un bon cadre, alors quand l'enfant ne coopère pas, on va en déduire que peut-être on a mal fait. Je vois plein de parents, alors l'enfant, on lui demande de faire quelque chose, il râle, il traîne, il dit non, et du coup nous, les parents, on se remet en question. On va reformuler, on va réexpliquer, on va chercher la bonne manière de dire les choses, celle qui va déclencher le oui, l'adhésion de l'enfant. On va essayer de trouver des moyens ludiques de l'amener à coopérer et à faire ce qu'on lui demande. Mais en fait, c'est là où on commence à rentrer dans l'escalade de la coopération. Alors entendons-nous bien, ces moyens ludiques, ils peuvent être extrêmement utiles, encore une fois, pour réduire les tensions. Mais si on doit toujours chercher un moyen ludique, on est en train de s'épuiser. C'est à nous de réfléchir à chaque fois à comment faire en sorte. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va monter en intensité dans notre tentative de convaincre, de faire adhérer. On explique, on réexplique, on réexplique, et on s'impatiente que l'enfant ne finisse pas par se rendre raisonnable. Enfin, puisqu'on lui a expliqué plein de fois pourquoi c'était très important de se conduire de telle ou telle manière, pourquoi est-ce qu'il ne se rend pas à la raison, ça finit par nous agacer, on finit par croire que l'enfant le fait exprès. Parfois, ça va nous conduire aussi, pas forcément à réexpliquer, mais à essayer de temporiser, d'adoucir, de négocier, en se disant, si l'enfant n'accepte pas, alors que je lui ai expliqué pourquoi le bien fondé de mon cadre, c'est peut-être que, effectivement, ça ne lui convient pas, que ses besoins, ses demandes sont légitimes.
Mais finalement, je vais adoucir ce que je demande, je vais adoucir la contrainte. Quelque part, ça, c'est un bénéfice pour l'enfant. Alors l'enfant, il n'est pas de mauvaise volonté, hein, c'est juste qu'il n'a pas envie, c'est sur ce moment-là, ou à ce moment-là, il ne veut pas faire autrement. Mais en fait, à force de rentrer dans cette escalade de la coopération, à force de vouloir éviter tout conflit, on finit en général soit par exploser d'avoir tenté gentiment jusque-là de négocier le cadre, d'expliquer et tout ça. Et après on s'en veut, on trouve pas ça chouette et on ne veut plus faire comme ça, ou alors on finit par céder parce qu'on n'en peut plus. Et souvent on fait un peu des deux. Dans les deux cas, le résultat il est frustrant pour tout le monde, mais cette logique d'escalade de la coopération, elle peut envoyer, d'une part, si on négocie beaucoup, un message un peu tordu à l'enfant, c'est « tant que tu n'es pas d'accord, on continue à négocier ». Ce qui fait que le cadre devient flou, négociable en permanence, et que ça nous épuise à chaque fois devoir le renégocier. Ça, je vous donne un exemple qui se passe chez un couple que j'ai reçu. Ils font tout pour que ça se passe bien, ils expliquent, ils demandent gentiment, ils cherchent à rendre les choses agréables. Quand les enfants ne coopèrent pas, ils s'adaptent encore et encore. Encore une fois, avec la bonne intention de se dire ça va leur donner envie de coopérer, ça va être chouette. Ils insistent, toujours avec douceur. Au bout d'un moment, ils craquent, ils s'énervent. Ils ont tout bien fait, ils ont été patients, ils ont expliqué. Merde, il y en a marre. Mais en fait, plus ils font d'efforts, plus ils s'épuisent. C'est un peu ce que j'appelle la carte de fidélité de la colère. À chaque tentative qu'on fait qui ne fonctionne pas, on tamponne une case et au bout d'un moment, quand la carte est pleine, on explose à hauteur, non pas de la dernière case qu'on a tamponnée, mais à hauteur de tout ce qu'on a fait comme effort jusque-là. En fait, on envoie aussi un message qui crée une confusion entre deux choses très différentes. Être frustré sur le moment parce qu'on voulait quelque chose et qu'on ne l'a pas, ou qu'on ne voulait pas faire quelque chose et qu'on doit le faire, et être opprimé de manière injuste et permanente. Un enfant qui râle parce que on doit rentrer du parc alors que lui il aurait préféré rester jouer, ou parce qu'il doit faire ses devoirs alors qu'il aurait préféré faire autre chose, ça n'est pas forcément un enfant victime d'un abus de pouvoir. C'est un enfant frustré ponctuellement, exactement comme moi, je suis frustrée si je suis en train de faire quelque chose qui me plaît et qu'on me dit non mais là en fait il faut que tu partes, t'as un impératif horaire, je vais pas forcément me rouler par terre comme le ferait un enfant, mais quand même il y a une frustration, et cette frustration elle fait partie de la vie. On pourrait imaginer un contexte où on pourrait faire uniquement tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime, mais malheureusement je pense que l'immense majorité d'entre nous n'a pas accès à ce genre de contexte. Je ne sais même pas si c'est possible et je ne sais même pas si c'est souhaitable. Mais en fait, si on confond les deux, on risque de chercher à tout lisser, à tout rendre agréable, fluide, acceptable, et avec le risque qu'on empêche l'enfant d'apprendre que la frustration fait partie de l'existence et surtout de lui apprendre à comment la gérer. Alors comment on peut faire à la place ? Donc déjà, quand l'enfant dit non, râle ou résiste, déjà, on peut accepter que ce soit normal. Quand on demande quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, qu'on lui refuse quelque chose qu'il voulait, il est logique que l'enfant ressente une émotion désagréable. De la frustration, de la colère, de la tristesse, un sentiment d'injustice. Le seul moyen de faire disparaître ces émotions-là, ce serait de céder. Ça n'est ni toujours possible, si ça l'est et que ça ne vous pose pas de problème, pourquoi pas, ni toujours souhaitable. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est accueillir l'émotion. C'est ça qui va donner du courage pour la surmonter. Je vais vous donner un petit exemple, je ne sais pas si je l'ai déjà donné dans un épisode précédent, mais je vais vous demander d'imaginer que vous avez eu une journée extrêmement difficile au travail, que ça a été vraiment dur pour vous, qu'il y a eu plein d'urgences, que vous vous êtes fait un peu remonter les bretelles par votre patron, que c'était vraiment très désagréable. Et toute la journée, vous vous êtes dit, pourvu que cette journée se termine, j'en ai vraiment marre, les embêtements arrivaient les uns après les autres, vous avez à peine eu le temps de manger à midi, bref, ça a été une journée très difficile.
Et toute la journée, vous vous êtes raccroché à l'idée que vous alliez passer à la pâtisserie du coin, vous avez vos habitudes, acheter votre gâteau préféré. Alors évidemment, si vous préférez du saucisson, du fromage ou autre chose, je vous laisse imaginer. Mais bref, vous vous êtes raccroché à cette chose-là toute la journée. Donc arrive enfin le moment où vous pouvez partir de votre travail, vous arrivez devant votre pâtisserie préférée, vous rentrez, vous demandez votre gâteau habituel, celui que vous aimez particulièrement, votre gâteau au chocolat par exemple. Et là on vous dit « Ah ben non, il n'y en a pas ». Donc évidemment que vous ressentez une frustration, une déception particulièrement intense. Alors peut-être que ce que vous allez ressentir, c'est aussi de la tristesse, que vous allez un peu vous effondrer, vous mettre à pleurer en mode Calimero, c'est toujours sur moi que ça tombe, c'est vraiment une journée pourrie, je n'en peux plus. Peut-être que vous allez être en colère en vous disant « Mais qui m'a foutu une pâtisserie pareille, aussi mal organisée, qui n'a pas mon gâteau préféré au moment où j'en ai le plus besoin ?» Et que vous allez peut-être, entre guillemets, agresser le vendeur ou la vendeuse de la pâtisserie. Mais vous sentez bien qu'il y a ici une émotion, une frustration, une déception qui est liée à l'absence de gâteau, qui ne pourra disparaître que si on vous donne ce gâteau. Mais si vous avez à côté de vous quelqu'un qui vous explique pourquoi ça n'est pas possible d'avoir le gâteau parce que il y a plein de gens qui en ont mangé avant vous et qu'il n'y en a pas, ça ne va pas vous aider à surmonter cette frustration. Si vous avez à côté de vous quelqu'un qui vous dit « Prends donc une tarte au citron, regarde, c'est bon la tarte au citron », il est fort probable, si vous êtes vraiment très très déçu, que vous ayez envie de dire « Mais c'est pas de tarte au citron que j'ai envie ». Ces réponses-là ne vous donnent pas forcément le courage de supporter, de surmonter l'émotion désagréable qui est liée à la déception de ne pas avoir votre gâteau. Pour surmonter ça, vous allez plus apprécier que la personne ait de l'empathie pour vous. Qu'elle vous dise, purée, avec la journée que tu as traversée, en plus tu dois renoncer à ton gâteau au chocolat, franchement c'est super dur. Et peut-être éventuellement qu'elle ajoute, est-ce que tu préfères prendre une tarte au citron ou rien du tout pour aujourd'hui? Donc vous sentez que cette empathie, elle vous donne un peu plus de courage pour surmonter l'émotion. C'est vraiment ça le point important. Donc, c'est ce qu'on peut faire quand l'enfant n'est pas content. Plutôt que de lui expliquer et de chercher à obtenir sa coopération, on peut le rejoindre dans son émotion. J'en profite pour dire, donc l'idée c'est vraiment d'accueillir l'émotion, pas pour la faire disparaître, mais bien pour donner du courage à l'enfant pour la surmonter. J'en profite pour dire que dans la situation où un enfant exprime de la tristesse face à une contrainte, c'est qu'il a compris qu'il doit renoncer. Par contre, quand il exprime de la colère, s'il expérimente que quand il exprime de la colère, on négocie, on adoucit, il n'a pas vraiment de raison de cesser d'exprimer de la colère. Sa colère est un peu alimentée, renforcée, entretenue par notre réponse. C'est encore une fois pas du tout calculé et mal intentionné de la part des enfants. C'est exactement la même chose pour nous. Les commerçants vous le diront, paradoxalement, un client qui s'énerve, il obtient souvent plus qu'un client qui ne s'énerve pas. C'est pas toujours vrai, mais ça peut être le cas. Donc, l'idée, c'est vraiment cette notion de dire, oui, c'est vrai, je vois bien que tu es en colère, je sais que c'est dur d'arrêter maintenant, je sais que tu vas vraiment pas être content, on va devoir rentrer, tu vas vraiment pas être content. Ça rejoint des choses que j'ai abordées dans l'épisode précédent sur les crises des enfants. On a aussi le droit en tant que parent de dire, mais écoute, en fait, moi, j'aimerais bien ne pas avoir à t'imposer ça, je suis vraiment désolée d'avoir à le faire, mais là, c'est mon rôle de parent, je suis obligée de t'imposer ça, je comprends que ce soit dur et pénible, mais je ne peux pas faire autrement. Et ça peut aider aussi l'enfant à sortir de cette attente qu'on va trouver un moyen de faire en sorte que la contrainte ne devienne plus une contrainte. Parce que c'est aussi ça le message potentiellement problématique qu'on envoie quand on cherche vraiment trop à trouver le moyen de coopérer. Alors parfois aussi,
on accueille à chaud, on essaye d'accompagner les émotions à chaud, mais peut-être que c'est juste pas le moment. Parfois, on est un peu pressé, donc on n'arrive pas à être vraiment dans l'écoute sur le moment à chaud. Parfois aussi, l'enfant se plaint, nous dit qu'on est injuste, que c'est pas normal, etc. Et on n'aime pas trop ses reproches, donc on essaye de se justifier pour montrer que non, on n'est pas aussi injuste ou autoritaire que ça. Mais paradoxalement, qui se justifie s'accuse. Et ça renforce l'idée que peut-être on pourrait trouver une solution pour que l'enfant ne ressente pas de frustration au moment où on lui impose un cadre ou une limite. Sauf que ça, c'est juste pas possible. Et puis surtout, ça peut donner aussi à l'enfant le sentiment, le fait qu'on se justifie, qu'on lui dise « oui, ok, t'es en colère, mais il faut y aller », le sentiment qu'on n'écoute pas ses reproches jusqu'au bout, et ça peut alimenter chez lui un sentiment, lui aussi, d'injustice, de frustration, de « mes parents ne m'écoutent pas ». Donc un autre outil qui peut être très utile, c'est d'accueillir l'émotion plus tard à chaud. Là, on peut... à froid, pardon. Et là, on peut vraiment écouter, sans se défendre, sans expliquer, vraiment écouter ce que l'enfant a à nous dire. Et cet outil, c'est quelque chose que je propose souvent quand on a des enfants qui se plaignent beaucoup d'injustice. Je me souviens d'un garçon, par exemple, qui se plaignait d'injustice dans la fratrie. Et alors, à chaud, les parents essayaient d'accueillir, mais expliquaient en même temps pourquoi le petit frère, il est plus petit, donc ceci, cela. Et donc, l'enfant n'avait pas le sentiment qu'on écoutait ses plaintes jusqu'au bout, donc il avait envie de les redire pour obtenir de ses parents le fait qu'ils avaient vraiment écouté ce qu'ils disaient. Et puis, moi, ce que je leur ai proposé, c'est aussi de dire à leur enfant, en fait, à chaud, effectivement, on n'est pas disponible vraiment pour écouter à fond, on est pris dans le quotidien. Donc, ce que tu nous dis, ça mérite qu'on prenne le temps de l'écouter à froid. Donc, on te proposera chaque jour de nous dire tout ce qui t'a paru vraiment injuste, pénible, difficile. On t'écoutera attentivement et on essaiera vraiment de réfléchir à ce qu'on peut faire de différent. Et ça, c'est hyper intéressant pour deux choses. D'une part, ça peut permettre d'entendre des choses sans se défendre et de se dire, oui, effectivement, peut-être que ce serait justifié de changer notre manière de faire, de réajuster. Ça permet aussi simplement que l'enfant puisse vider son sac sans qu'on lui dise que non, en fait, il ne devrait pas penser ceci, cela. Et ça permet aussi à l'enfant de prioriser parce que à chaud, tout paraît important et c'est logique. Mais si on lui dit de nous en parler plus tard, en fait, les choses les moins importantes, elles disparaissent complètement. Et dans la situation à laquelle je pensais quand je vous décrivais cette situation où un garçon se plaignait d'injustice, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, il y a eu quelques petites choses, et les parents ont réajusté, mais assez rapidement, en fait, il n'y avait plus grand-chose dans les plaintes de cet enfant. Quand il lui demandait, il disait « non, ça va ». Alors qu'avant, il y avait vraiment tout le temps des choses. Et les parents avaient peur que l'enfant n'ose pas dire, mais en réalité, c'est surtout qu'en accordant de l'attention à chaud, on renforce le sentiment chez l'enfant que ce qu'il dit, ce dont il se plaint, est important et mérite de l'attention. Et là, on lui apprend à prioriser, à accorder de l'attention à ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment injuste, et pas simplement les petites insatisfactions du quotidien. Et ça construit un équilibre global qui fonctionne, où chacun se sent quand même malgré tout écouté et respecté. On a une porte ouverte si jamais vraiment il y a quelque chose de problématique. Donc en résumé, je dirais que chercher à obtenir la coopération de l'enfant, c'est plutôt une bonne idée à la base, mais que comme toute bonne idée, elle a des limites et que chercher à le faire à tout prix, ça peut nous amener à lâcher sur le cadre, ça peut renforcer le sentiment d'insatisfaction ou de frustration de l'enfant, ou en tout cas ne pas l'aider à surmonter les insatisfactions et les frustrations inhérente au quotidien, parce que oui, poser un cadre, une limite, c'est forcément imposer quelque chose d'un peu désagréable. Donc je vous invite à regarder la manière dont vous cherchez la coopération et à peut-être voir où est-ce que vous pouvez le faire un peu moins.
Pour aller plus loin, je vous mettrai en lien dans la description de l'épisode un article sur les explications et les limites des explications que j'avais écrit sur le blog il y a déjà quelques temps et qui complétera tout à fait cet épisode de podcast. Voilà, j'espère que vous l'avez trouvé utile. N'hésitez pas à le partager ou à me laisser un commentaire si c'est le cas. Merci d'avoir écouté cet épisode de Du côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et même vous abonner à ma newsletter pour avoir des infos sur mes interventions, conférences et autres. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça contribue évidemment à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me faire un don parce que ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous comme ce podcast ou les articles sur mon blog. Pour faire les dons, vous trouverez là aussi un lien dans les notes de l'épisode. Et pour finir, très important, si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part et à me joindre sur les réseaux sociaux ou par email à l'adresse sandrine@scomc.fr. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.